j'ai choisi de commenter un fauteuil de Pierre Piot, le menuisier nîmois du 18e. Alors, il s'agit d'un fauteuil en cabriolet, c'est-à-dire un fauteuil dont le dossier n'est pas droit, mais légèrement cintré. C'est un fauteuil qui n'est pas fait pour être placé le long d'un mur, conformément à une disposition traditionnelle, une disposition à la française, mais pour être plutôt placé au centre d'une pièce. Il appartient à une catégorie de sièges qu'on appelle les sièges volants, par opposition à un mobilier qu'on qualifie lui plutôt de meublant. Donc ça c'est le premier point, et ça explique sa relative légèreté, la facilité qu'il y a à le déplacer d'un endroit à l'autre. C'est un fauteuil en noyer massif sculpté. Alors c'est un matériau et une technique qui sont utilisés depuis en France très longtemps, depuis le XVIe siècle. Les menuisiers ont toujours fabriqué des sièges en noyer, mais ce bois est particulièrement apprécié dans le sud de la France. Il est d'abord facile à se procurer dans le sud de la France, et Pierre Piot en a fait un usage très régulier. Il a utilisé d'autres techniques. Il a aussi sculpté et fait dorer ses bois, mais le noyer, dans une certaine mesure le hêtre également, mais surtout le noyer donc, est utilisé de façon très régulière. C'est un menuisier formé à Paris. C'est un menuisier formé, Pierre Piot est né en 1748, chez un très grand menuisier qui s'appelait Mathieu de Boves. Et Mathieu de Boves est un des premiers menuisiers à avoir adopté le style à la grecque, le style, la composante la plus radicale du style transition. Dire un style qui s'appuie sur un retour délibéré à des formes et à des décors à la fois du XVIIe siècle, à la fois du siècle de Louis XIV, des formes et des motifs classiques, mais aussi à ceux de l'Antiquité, à ceux de l'architecture et de la sculpture romaine, grecque et romaine. À un moment, dans les années 1750 et 1760, où l'Europe se passionne pour les découvertes archéologiques qui sont faites à Herculanum et à Pompéi, à côté de Naples. Le mobilier connaît alors à Paris se rénove complètement, stylistiquement, progressivement. Elles ne seront jamais totalement abandonnées, mais une partie des formes rocailles est laissée de côté au profit donc de ces formes auxquelles on associe quelquefois une idée de retour à l'antique. Et de Boves, qui forme Pierre Piot, est probablement l'un des plus représentatifs de ce mouvement. Piot s'est installé à Nîmes en 1776, c'est-à-dire assez tard, sous le règne de Louis XVI, à un moment où le style néoclassique a largement triomphé. Alors, son fauteuil en cabriolet est parfaitement représentatif de ce mouvement artistique, le style néoclassique ou style Louis XVI. En l'occurrence, on peut vraiment considérer que ce siège est de style Louis XVI. Il est par la forme de son assise et de son dossier. L'assise, c'est ce sur quoi on s'assoit. Elle est régulière, elle est symétrique, même si les traverses ne sont pas droites. Elles définissent une forme géométrique assez rigoureuse. Même chose pour le dossier. Le dossier est en forme de trapèze que la traverse supérieure adoucit sous la forme d'un cintre ou d'un arc surbaissé. Les pieds sont néoclassiques, ça c'est un fait. Ils sont droits, ils sont sculptés dans le noyer, donc ils sont assez personnels à Piot
et à Debove avant Pillot. Un pied Louis XVI, c'est plutôt un pied tourné, fuselé, c'est-à-dire de section circulaire, de section ronde. Chez Debove et chez Pillot, on a un pied qui est presque un critère d'attribution. Là, on entre dans des considérations qui sont des considérations presque d'experts. C'est la manière dont il se présente sous la forme de ce qu'on appelle une gaine. Une gaine, c'est un long trapèze qui sert en principe de socle à un buste, à une sculpture de façon générale. Et cette gaine présente une cannelure unique sur toute sa hauteur. Les pieds s'enfoncent dans ce qu'on appelle des bouchons, qui sont des bouchons donc de pied en corniche, qui renforcent l'aspect très articulé du siège. On est aux antipodes de cette façon de faire se fondre les formes les unes dans les autres. Ici, tous les éléments sont bien différenciés. L'articulation entre les parties est très rigoureuse, elle est très nette. Tout à fait habituel sur un siège Louis XVI, c'est le cube de raccordement. C'est ce point d'articulation entre les traverses de l'assise, la traverse antérieure de l'assise et le pied. Ce cube, c'est un cube où un dé, comme un dé à jouer, ça s'orthographie de la même manière, présente deux faces sculptées de rosaces. Appartiennent également à ce répertoire de formes néoclassiques, Louis XVI, la console et la barre d'accotoir. La console est là aussi très originale par son tracé, ce quasi-angle droit qu'elle forme ici pour se placer au droit du cube et du pied, dans la partie antérieure. Elle l'est également par son décor, mais on va revenir sur les questions de décor. Son décor, c'est celui d'une cannelure, ici, qui la fait ressembler dans sa base à un motif d'architecture, un triglyphe, et par la feuille qui vient ici épouser le dessin en console, de la console précisément d'accotoir. Donc des formes très architecturées qui permettent de dater le siège du milieu des années 1780. On a affaire à un style Louis XVI à son point d'aboutissement, à un très haut niveau de maturité stylistique. Pillot c'est faire quelques concessions aux traditions de la région. Dire qu'il va il va sculpter dans le noyer des motifs décoratifs qui certes se retrouvent ailleurs, mais qui ont aussi une saveur, on va dire, provençale, une saveur régionale. Alors le nœud n'est pas spécifiquement provençal, n'est pas en soi un motif provençal, mais ici les branches d'olivier, plus probablement de l'olivier que du laurier. Il y a débat, mais c'est plus vraisemblablement de l'olivier. Se retrouve sur des meubles de la région d'Arles ou d'Avignon ou d'Aix. Donc tous ces foyers de création très actifs depuis la fin du XVIIe siècle et qui privilégient des motifs naturalistes de manière très récurrente. Assez particulier à Pillot, c'est la façon dont le cintre est encadré par de très jolis culots de feuillage avec un petit motif de baie qui est d'ailleurs très fragile du point de vue simplement la conservation d'un siège comme celui-ci. On tremble à l'idée de casser toujours ces petits motifs de baie placés au sommet des montants, au sommet du dossier. L'exécution d'un siège comme celui-ci consiste tout simplement à débiter donc le noyer et lorsque on considère un siège pour vérifier son authenticité, on doit prendre en considération plusieurs choses. On doit considérer la manière dont
les traverses, les montants sont sciés. Ça, c'est le premier critère, hein, le sciage des bois qui ne doit rien avoir de mécanique, qui doit conserver quelque chose de souple, d'artisanal, de manuel, qui doit traduire le rapport physique immédiat, direct que l'artisan entretient avec son matériau. On n'a utilisé que très tard, hein, qu'au XIXe siècle. La scie à ruban, elle apparaîtra dans certains grands ateliers de l'école de Nancy. Là, il ne s'agit évidemment pas de ça. Et ce qui fait la saveur d'un siège du XVIIIe, c'est précisément qu'il est unique. Il est unique jusque dans la manière de traiter le bois. Il n'y a pas deux sièges identiques. L'autre critère très important, c'est le critère, c'est l'assemblage. C'est la manière dont les traverses sont chevillées les unes aux autres, ce qu'on appelle le chevillage. C'est une manière de creuser le bois et d'utiliser de petites chevilles de bois pour assembler, assembler les parties les unes aux autres. Il ne doit pas y avoir normalement d'ajout d'éléments de fixation métallique sur un siège. Même si évidemment, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, même s'il y a eu quelquefois dans le souci de consolider les sièges, s'il y a eu des ajouts de métal. Pillot estampillait régulièrement ces sièges. Il faudrait établir des statistiques poussées pour savoir à quel pourcentage s'élève le nombre de meubles estampillés, mais on sait globalement que c'est courant. Et cette habitude lui vient de Paris. Cette habitude, il l'a adoptée dans l'atelier de son maître de Beauve. Et en principe, comme d'ailleurs la plupart des menuisiers, il estampille sur l'une des traverses de l'assise. Alors ici, je vous proposerai volontiers de le montrer, mais le problème, c'est que le siège récemment a fait l'objet a été regarni et retapissé. Je vais revenir sur ces points techniques, qu'il est au moyen de ce qu'on appelle des sangles et que l'estampille se trouve sous ces sangles. Elle se trouve sur une traverse ici à l'avant, de la traverse antérieure du siège. Donc là, je ne prends pas le temps de tout déclouer, mais il est courant de trouver l'estampille donc de Pillot sur un siège. Qu'est-ce qu'on appelle une estampille? C'est une signature au fer chaud qui s'applique au moyen d'une matrice métallique qui varie par sa forme. Souvent, lorsque le nom est court, c'est le nom en toutes lettres, c'est le cas pour Pillot. Quelquefois, le nom du menuisier est précédé par l'initiale de son prénom. On pense à des ébénistes très célèbres comme BVRB, Bernard van Riesenburg, ou Roger van der Cruz de la Croix. L'estampille est complétée, le nom du menuisier est quelquefois complété par les lettres JME pour Girande des menuisiers en ébénisterie. Pour Pillot, c'est Nîmes, mais c'est pas le cas. Que prendre en considération effectivement pour acheter correctement une œuvre de Pillot? Une fois qu'on est sûr de l'attribution à Pillot du siège sur la base de critères stylistiques qu'on a un petit peu vus, notamment ces pieds en gaine cannelés, ces motifs ici de ruban et de branches feuillues qui forment un fort décrochement sous la traverse antérieure de l'assise. C'est une manière très particulière qu'a Pillot de traiter le motif sculpté. S'il y a une estampille, le problème ne se pose pas, encore que l'estampille puisse être fausse. Il y a eu ces derniers temps des exemples de fausses estampilles, mais il faut s'intéresser à la
qualité du décor sculpté. Ces sièges variaient beaucoup. On trouve des sièges qui sont parfois quasiment sans ornements sculptés, qui ne valent que par leur décor mouluré. Les traverses sont parcourues d'un jeu de parties plus saillantes que d'autres, qu'on appelle les moulures, ou plus creuses, qui accompagnent le dessin général du siège. On doit prendre en considération l'originalité de certains sièges, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, qu'on a apprécié ce qu'était l'œuvre de Pierre Pillot, on doit être attentif au fait de ne pas acheter des modèles peut-être trop courants. Il y a des Pillot a fait preuve d'une certaine originalité et il a pu s'éloigner des canons qu'il avait lui-même établis, des formes qu'il avait lui-même d'abord définies. On en trouve relativement régulièrement sur le marché, que ce soit chez les antiquaires, dans le sud de la France d'abord, mais pas exclusivement. On en trouve dans la région parisienne. Il en passe en vente dans les ventes publiques relativement régulièrement. Une paire sera beaucoup mieux cotée qu'un siège isolé. En l'occurrence, une paire de fauteuils peut coûter jusqu'à 3000, 3500 €. C'est un menuisier plutôt bien coté, comme certains menuisiers provinciaux. Il est peut-être mieux coté paradoxalement en ce moment qu'un menuisier lyonnais comme Pierre Nogaret.